19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. À la une, ce 17 février, la troisième vague Covid que traversait l'île est bel et bien derrière nous. Annonce faite par l'ARS à l'occasion d'un point presse ce jeudi. Il convient cependant d'être vigilant. Réhabiliter le forage de Mirerény dans le sud de l'île pour éviter les coupures d'eau. L'opération entreprise par le SMEAM de bon augure pour les habitants en mal d'eau ces derniers jours. Enfin, nous parlerons de la réception des logements d'hébergement d'urgence construits à Tsunzu 1, logement pouvant accueillir jusqu'à 240 résidents sur une période donnée. On en parle avec Michel-Henri Matera, à la tête de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. Mayotte totalement au vert avec le Covid. Depuis 4 semaines consécutives, les chiffres sont en baisse. Le taux d'incidence s'établit désormais à 37 cas pour 100 000 habitants. Les efforts doivent cependant être maintenus de toutes parts pour éviter une reprise épidémique, nous dit l'ARS. On fait le point avec Raina Alilouafa Alda-Alidi. On a gagné la bataille Omicron, mais pas la guerre Covid. Ces mots du directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte mettent un point final à la troisième vague qui a touché le département au mois de décembre et janvier. Omicron a fait exploser le taux d'incidence. Le pic a atteint plus de 1800 pour 100 000 habitants, un chiffre sans précédent pour le département. Paradoxalement, le taux d'hospitalisation est resté bas, une prouesse liée en partie à la campagne de vaccination selon l'ARS. Je sais qu'on a eu de très bons taux de vaccination qui nous ont permis à limiter l'impact de cette vague sur la population mahoraise, premièrement. Et deuxièmement, il faut le saluer, l'engagement de la population mahoraise sur le respect des mesures barrières, sur le respect du couvre-feu. La couverture vaccinale s'élève à plus de 80% pour les 2 doses sur les plus de 12 ans. Mais la troisième dose de rappel peine encore à convaincre les Mahorais et c'est là tout l'enjeu de l'ARS pour les prochains mois. On viendra auprès de la population en termes de pédagogie, au plus près de la population pour pouvoir continuer cette vaccination. Mayotte est sortie de la vague Omicron. Tous les indicateurs sont au vert et les mesures de freinage allégées. Mais il ne faut pas crier victoire trop tôt. Le territoire n'est pas à l'abri d'un nouveau variant. Régler les problèmes de coupure d'eau à Mayotte, l'une des préoccupations du SMEAM qui a décidé de réhabiliter le forage de Mirerény dans la commune de Chirongui pour éviter bien des désagréments aux sudistes. Sudistes qui ont vu ces derniers jours d'ailleurs les coupures d'eau s'intensifier. Récit signé Yasmine Jaffar. Cette scène peut paraître anodine, mais pour Delphine, c'est un véritable privilège. Chez cette habitante de Kanikeli, comme dans de nombreux foyers du Sud, les coupures d'eau se sont intensifiées ces derniers jours. Une situation aléatoire qui pousse cette mère de famille à s'équiper pour consommer une eau propre et stocker de l'eau dans différentes pièces de sa maison. Ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Donc quand on rentre et qu'il n'y a pas d'eau, au moins on peut se doucher quand même. Voilà. Mais on a ça tout le temps, c'est tout le temps plein. Une bonne organisation s'impose. Et c'est fatigant quand on a des enfants, quand on a des personnes âgées, ma grand-mère en bas, quand on a de pas avoir de l'eau, c'est quand même compliqué. Que là, j'imagine qu'au niveau facture, il ne va pas y avoir de rabais ni de quoi que ce soit. On va payer le prix qu'on paye habituellement. Donc ça aussi, c'est assez écœurant, c'est inadmissible. Une population lassée d'être privée d'une ressource vitale. Le SMEAM, syndicat mixte d'eau et d'assainissement, semble avoir trouvé la solution grâce à cette infrastructure de Mirerény-Chirongui, jusqu'ici laissée à l'abandon par manque d'équipements nécessaires pour contrôler la qualité de l'eau. Le forage va donc être réhabilité. On a mis en service il y a à peu près 10 jours cette pompe de forage qui permet d'envoyer 20 mètres cubeurs dans le réseau d'eau. Donc le but est sur la journée, on arrive à peu près à 400 mètres cubes qui permet de remplir le réservoir de Chirongui et ensuite alimenter tous les villages du sud. Alors justement là c'est la première phase, donc une première phase on a dit 400 mètres cubes d'eau par jour et il y aura une deuxième phase qui nous ramènera à 1000 mètres cubes, donc à plus du double en fait de ce qui est produit aujourd'hui. Les habitants du Sud restent sceptiques. Ils attendent de voir du changement, de voir couler de l'eau dans les robinets chaque jour pour le croire. En attendant, ils gardent leurs habitudes. Les citernes d'eau continueront de faire partie du décor dans leur foyer.
À Combani, la circulation a été entravée tôt ce matin par des jeunes qui réclament le retour du ramassage scolaire par les bus. Mais les chauffeurs refusent de desservir depuis une semaine la commune de Tingoni à cause de caillassages dont ils sont régulièrement victimes. Au lycée de Sada, nous vous l'annoncions hier, une partie du personnel non enseignant a entrepris une grève ce matin pour dénoncer les conditions de travail dégradées depuis 3 ans maintenant, dues à une surcharge d'effectifs. Les précisions d'Hachim Seyd Hachim et Fahar Housseni. Ce mouvement de grève du personnel non enseignant du lycée de Sada est une première depuis son ouverture. L'accueil de nouvelles sections dans l'établissement est l'élément déclencheur de ce mouvement social, en plus des 2300 élèves du lycée. Une surcharge de travail et une nouvelle réorganisation, pas au goût des agents. Il y a une partie des agents qui se trouvent en sous-effectif. J'entends par là la vie scolaire, j'entends par là le service de la cantine. Il y a des sections de Greta, une section de Greta par exemple qui a été rajoutée, mais sans augmentation du personnel. Du coup, tout ça, ça crée des tensions entre la hiérarchie et les agents. Après plusieurs heures d'agitation devant le lycée, une délégation de représentants du personnel est reçue par le proviseur. Il dit comprendre les agents qui expriment leur avis sur le fonctionnement de leur établissement. Nous avons déjà fait plusieurs réunions sur les emplois du temps, sur l'organigramme pour mieux faire fonctionner notamment le service comptable. Et donc c'est normal que les collègues à qui des tâches sont retirées ou rajoutées peut-être craignent le changement, mais on va accompagner tout ça par le dialogue, je le souhaite en tout cas. Un compromis est trouvé après 2 heures de dialogue. On s'est mis d'accord qu'on va faire un point général d'ici le 23 mars pour voir si l'ensemble de ces engagements ils sont respectés. Donc en gros, on sort dans un dialogue auquel le proviseur semble entendre ce que nous on a voulu dire. Après les engagements du chef d'établissement, la vigilance est de mise au lycée de Sada. Les agents reprendront le travail demain. De son côté, le syndicat SNUPP FSU annonce, lui, la suspension de son mouvement débuté le 8 février dernier. Vous voyez ici les images tournées ce jour-là lors du rassemblement des enseignants devant le rectorat. Le secrétaire départemental du SNUPP FSU explique cette suspension de grève par des engagements forts pris par le recteur. Écoutons à ce propos Rivo Malala Rakotonravelo au micro de Darwesh Daou et Jaidi Maoulida. Le recteur a finalement accepté de s'engager sur plusieurs revendications. On avait déjà avancé par exemple sur les tickets restaurants, mais là concernant la reprise en compte de l'ancienneté générale de service, il y a quelques éléments de réponse qui peuvent peut-être aller jusqu'à pas réparer, mais gommer les injustices qu'ont subies les anciens instituteurs de la CDM. Sur l'indexation, l'augmentation du taux d'indexation des salaires, le recteur s'est engagé sur une prime ou une indemnité pour les collègues qui ne perçoivent pas l'indemnité de suggestion géographique, et ça d'ici 2023. Direction Tsunzu 1, où les services de l'État réceptionnaient cette semaine les derniers logements du village relais étape Fléra. Il s'agit d'hébergements d'urgence, une trentaine au total, construits au niveau de la mangrove et destinés entre autres aux décasés se trouvant en situation régulière. Hachim Seyd Hachim, Ivan Rakotovaouf. Ces clés marquent l'aboutissement de la réalisation de 31 toits à Tsunzu destinés à des hébergements d'urgence. Je fais partie des habitants du quartier de La Pompe, à côté de l'école à Combani, parce qu'on nous a dit que nos logements allaient être démolis et on est venu ici. Je ne peux pas dire que c'est trop compliqué, mais j'aimerais expliquer que j'ai un problème par rapport à mes enfants qui sont restés à Combani à l'école. Et moi, je suis ici avec la petite à Tsunzu. La configuration de la maison comprend 2 appartements, R+1, et peut accueillir dans certains cas toute une famille. Il faut un membre du foyer mahorais et ensuite une situation sociale et économique défavorable pour permettre l'intégration au sein du village relais.
Chaque appartement meublé a une capacité d'accueil de 4 personnes et un règlement imposé aux familles. Une équipe d'une vingtaine de salariés veille au respect des règles. Une fois dans la semaine, on regarde si, toujours en collaboration avec les familles, si les lieux sont bien tenus. Et après, il y a aussi le règlement qui va aussi le rappeler que voilà, il faut utiliser tel produit pour les sanitaires, pour les cuisines. Durant les 6 mois d'hébergement, une implication forte de la part de tout le monde est exigée. Le staff a également ses obligations de résultat, une première à Mayotte et dans l'outre-mer. On peut souligner effectivement que c'est une opération qui on l'espère, trouvera un écho et sera essaimée sur peut-être d'autres territoires ultramarins. Ce site a une capacité d'accueil de 240 résidents, un nombre voué à évoluer en fonction des futures opérations de démolition d'habitats indignes. Et Michel-Henri Matera est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors vous êtes depuis le 1er février à la tête ici de la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Tout à fait. Premier village relais livré avec une capacité maximale d'accueil de 240 résidents. Oui. Est-ce qu'à ce jour, on a atteint cette capacité maximale ? Alors, à la date de ce jour, je ne peux pas exactement vous dire si c'est atteint. Je pense qu'on l'atteindra maintenant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens qui rentrent dedans sont dans un processus, puisque en fait, l'intérêt, c'est d'accompagner les gens vers le logement, mais comme l'intitulé que vous avez cité de la direction que j'anime l'indique, c'est aussi les amener vers l'emploi. D'accord, alors ce sont, vous l'avez dit, des hébergements temporaires de 6 mois pour les personnes en situation de précarité, on le rappelle, et en situation régulière, parce qu'ici souvent on fait l'amalgame. Et justement, au-delà de ces 6 mois, comment vous allez les accompagner, que ce soit dans le logement ou dans l'emploi, parce que s'ils n'ont pas de logement au bout de 6 mois, vous allez faire quoi, les mettre dehors ? Il y a une transition qui se fait. L'idée, c'est effectivement de profiter de ces 6 mois pour mettre en place tout un dispositif d'accompagnement. Ce qu'il faut indiqué, c'est qu'il y a 24 personnes quand même qui travaillent au sein de ce village relais pour permettre aux gens de les accompagner sur toutes les phases d'insertion qui sont nécessaires pour effectivement aboutir à une réinsertion totale. Alors, il peut y avoir des problématiques sociales, des problématiques sanitaires et des problématiques d'emploi. Le but, c'est vraiment l'accompagnement global. Et on est pleinement dans le déploiement sur le territoire de ce qu'a voulu le président dans le cadre de la stratégie pauvreté. Mais on sait qu'en termes de logement, on est très limité quand même ici à Mayotte. Les logements, en tout cas sociaux, sont en train d'être livrés ici et là. Mais si jamais on n'en trouve pas, comment on fait ? On continue d'accompagner, c'est-à-dire... Donc ils vont rester au-delà de 6 mois dans le village relais, par exemple. Pour l'instant, ce n'est pas le but, puisqu'on vient à peine d'accueillir les gens. Donc le but, ce n'est pas effectivement de les maintenir à l'intérieur, mais c'est de trouver tous les points d'étape leur permettant, y compris vers les transitions logement, pour faire en sorte qu'ils puissent effectivement trouver un logement décent. Parce que je pense qu'il est important d'indiquer ceci, ils étaient dans un logement insalubre, indécent, illégal parfois, et donc construit illégalement, je tiens bien sûr. à préciser. Et donc maintenant, on les amène dans quelque chose de beaucoup plus stable, y compris dans leur situation personnelle. Alors, premier village relais livré, vu les besoins. Est-ce que d'autres villages du genre vont voir le jour et où ? Est-ce qu'on y pense déjà, en tout cas ? Parce qu'on sait que la demande est forte, on sait que les habitats insalubres, il y en a partout, et de plus en plus. Donc, est-ce que vos services pensent déjà à d'autres villages relais ? Je veux dire qu'il faut déjà bilanter les effets de celui-ci, voir effectivement comment il est utilisé pour faire en sorte, est-ce qu'on est vraiment dans ce processus d'insertion, parce que c'est quand même le but. Et je dirais, pour répondre à votre question, pourquoi pas ? Alors, on a vu, je l'ai dit dans le lancement, ce village relais à Tsunzu 1 a été construit dans la mangrove. Et le Mahorais ne peut pas comprendre qu'on lui dise non, tu ne peux pas construire là ou là, mais que l'État s'octroie cette liberté de construire dans la mangrove. Est-ce que ça, vous comprenez ? Je suis, comme vous l'avez indiqué, directeur de la DETS, directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Je n'ai pas compétence pour vous répondre sur ce point.
Je savais, mais il fallait bien que je vous pose la question. Merci beaucoup, Michel-Henri Matera, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Dans la région à La Réunion, la tempête tropicale Emnati sous haute surveillance. L'île sera placée dès vendredi midi en préalerte jaune cyclonique. Une dégradation des conditions météo est attendue pour samedi. Le système devrait passer au plus près de La Réunion lundi matin. Protéger les tortues marines à Mayotte, l'objet d'un pacte signé ce jeudi entre l'État et ses partenaires. En tout, 6 structures engagées dans un pacte de sauvegarde de nos tortues. Chaque année, entre 3 et 5 000 d'entre elles viennent sur nos plages et face au braconnage, il fallait agir. Écoutons à ce propos Thierry Suquet au micro de Darwesh Daou et Jaïdi Maolida. Alors nous avons 2 associations, les naturalistes et Oulangana Nyamba, et puis des communautés de communes comme Petite Terre, comme la communauté de communes du Sud, qui travaillent dans le cadre de ce pacte auquel il faut rajouter les services de l'État ou les agences comme l'OFB, les services maritimes et l'ensemble des services de l'État. Aujourd'hui, les associations dans le cadre du pacte ont mis en place des équipes de surveillance. Ces équipes de surveillance qui viennent le jour, la nuit, sont complétées sur le terrain par de la coordination avec les forces de police de gendarmerie, avec les gardes départementaux, avec les polices de l'environnement intercommunal. Et donc en réalité, ce qui compte, c'est à la fois la mise en place des équipes associatives et cette coordination avec les services territoriaux et nationaux. Dans l'actualité également, les amoureux du coucher de soleil qui se sont donné rendez-vous le week-end dernier dans les hauteurs de Sada pour admirer le soleil couchant. Nous sommes clairement dans la continuité du Sunset Challenge 976 lancé sur Twitter il y a une dizaine de jours. Aurélien Février, Jaïdi Maolida. C'est un spectacle quotidien qui continue d'émerveiller ces Sadois. Rassemblés sur une terrasse du village, ils ne loupent pas une seconde de ce moment unique qui se joue chaque soir devant leurs yeux au large de Mayotte. Même si tous les jours on a l'occasion de le voir, à chaque fois en fait que je suis devant, j'ai comme l'impression en fait que c'est la première fois. Après moi je préfère quand même quand il y a vraiment le soleil qui tape dans les vagues et qui donne un beau relief de couleurs. Et là à Sada on a vraiment la chance d'avoir l'îlot de Sada avec le beau coucher de soleil tous les soirs et c'est très apaisant. Et à chaque fois, les téléphones sont sortis pour immortaliser ce moment et inonder les réseaux sociaux des plus beaux clichés du soleil mahorais. Franchement, il était magnifique, exceptionnel, comme d'habitude. On a un magnifique coucher de soleil à Mayotte et c'est toujours un plaisir en fait de l'apprécier. Et de se retrouver entre amis pour débuter la soirée aux couleurs des toutes dernières lueurs du jour. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, l'invité de la matinale radio sera Abdoulaye Hariti, coordinateur du mouvement Agir pour la droite constructive. Il répondra aux questions de Yasmine Jaffar. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour le journal en Chimoré. Très belle soirée à vous sur La Première.